rapidement. On a vu quand même ce matin que l'ostéotomie garde une place, mais que la question d'y associer un ligament croisé pose des questions techniques. On va avoir l'occasion d'en parler. Et également des questions d'indication. Est-ce que c'est pas finalement l'ostéotomie elle-même qui joue le plus grand rôle? Et on va essayer d'éclairer ça. Et Jérémy nous a préparé quelques dossiers pour ça. Alors on a un superbe panel, on va pouvoir parler de ces dossiers évidemment un peu touchy. On commence par un homme de 20 ans qui est bien en chair, qui se plaint de douleurs de son compartiment interne depuis 5 ans. Comme sport, il est sur du foot loisir, sans antécédents médicaux particuliers. Il a un varus symétrique avec des amplitudes de mouvement qui sont bonnes, qui sont peut-être limitées par les parties molles. Il a une petite laxité d'usure. Il a un testing clinique du croisé en Lachman-Arré mou et il n'a pas de pivot shift. Donc il se plaint bien en interne. Je vous laisse voir les radios. Vous noterez une belle pente et une déformation varus, plus un petit quelque chose sur le condyle interne. Voici les mesures avec les radios en stress. Donc il est à 90 sur son fémur et puis il est en beau varus sur son tibia. Le joint line était OK. Là, déjà, ce stade 2. Peut-être commencer par Olivier. Là, tu as le bilan radio. T'as une idée un peu précise, je pense, du problème. Patient qui est très jeune, qui est douloureux, qui a une radio qui pose quand même quelques questions. L'étape suivante dans ton bilan, dans ton imagerie. Il a pas d'instabilité. Hein. Si. Il était instable dans le bilan, j'ai pas. Ouais. Oui, il était instable. Instabilité et douleur. On va peut-être déjà connaître le statut méniscal aussi. Donc en termes de ton bilan d'imagerie, toi, qu'est-ce que tu demandes classiquement? Là, t'as que les radios. Qu'est-ce que tu vas demander en plus? Je demanderai une IRM complémentaire pour avoir un statut méniscal. Ouais. Ok. Rien d'autre? IRM d'abord et après on voit pour pousser plus loin. D'accord. On va partir là-dessus. Bah ouais, moi je ferai déjà l'IRM et puis on a le plan frontal, on a le plan sagittal. Jérémy, tu dois avoir une IRM. Ah oui, on a une IRM. Donc on trouve au passage une lésion chondrale, ostéochondrale du condyle interne et le statut méniscal est correct. Et son croisé est rompu, comme prévu. Donc on est quand même dans une situation qui est quand même particulièrement alarmante. On n'est plus chez l'enfant comme nous a montré Franck jeudi, mais quand même on a un compartiment interne qui est clairement en difficulté. Le croisé n'est plus là. Un patient qui est très jeune et peut-être tu peux reculer au niveau anatomique. Ouais, on peut laisser ça. Voilà, c'est ça. Au niveau anatomique, on a quand même quelques petits éléments d'analyse. Peut-être je vais sauter sur Mathieu Ellinger, qui est notre expert de l'analyse de la déformation. Comment tu analyses ce patient? Le problème, il est essentiellement tibial à mon sens. Moi, je rajouterais un télémétrique en monopodal pour faire la comparaison entre le mono et bipodal pour avoir une idée indirecte du JLCA. Je le mesure, le JLCA, mais je rajoute quand même aussi le télémétrique mono et bipodal. J'aime bien les deux parce que je dis toujours quand on se brosse les dents, on a les deux pieds par terre. Quand on marche, on est sur un seul pied. Donc en fait, quand il marche, il est en monopodal. On savoir comment il est en dynamique. Pour moi, le monopodal, c'est une façon indirecte d'évaluer le côté, enfin la situation du genou en dynamique. Qui est-ce qui fait des radios dans la salle à main levée en monopodal dans ces situations d'ostéotomie? Donc c'est déjà un premier message. Il n'y a pas la majorité quand même. On est loin. Non, pas télémétrique. Moi, j'ai une question quand je vois un dossier comme ça chez un patient qui a 20 ans. On va discuter de voir comment lui corriger son anatomie. Et clairement, on va s'attaquer à un seul côté. On va lui changer assez fortement de façon significative son anatomie. On n'en a pas parlé ce matin. Qu'est-ce que vous pensez de la différence qu'il va ressentir entre ces deux membres? Jusqu'où on peut aller? Parce que c'est un patient qui a 20 ans. Il va peut-être pas le tolérer très bien. Sébastien, Mathieu, qu'est-ce que vous pensez de ça?
Non, c'est tout à fait, Seb. Quand on analyse le dossier, donc il y a un problème d'alignement, il y a un problème de stabilité, il y a un problème d'usure sur le côté gauche. Comme tu l'as dit, sur le côté droit, il y a un problème d'alignement aussi. Si on corrige que le côté gauche, il va revenir en se plaignant de l'inégalité de longueur, même si on va probablement faire une addition, si on corriger à la fois la pente et le varus tibial. Chez ces patients, on fait souvent, au médialiste, ils ont beaucoup de déformations bilatérales, on fait souvent le deuxième côté, quelques mois après le premier côté. J'ai fait quelques cas d'ostéotomie bilatérale simultanée aussi. Le problème, c'est que le deuxième côté n'est plus remboursé. Avant, c'était 2 cas. Maintenant, c'est 1,5 comme en France. Donc, on fait souvent ça en décalé. Mais effectivement, il faut souvent les corriger de l'autre côté aussi. Oui, il y avait un très beau papier dans la GSM qu'avait fait Elvire avec Bob à l'époque, qui montrait qu'au-delà d'une certaine correction, c'était significatif et il fallait en tenir compte. Alors, du coup, est-ce que effectivement, là, peut-être Alban, tu vas t'intéresser dans ce dossier à corriger l'anatomie de ce patient à quel niveau? Vu finalement, comme on l'a dit, c'est essentiellement au niveau tibial. Vous avez les 2 micros. Est-ce que c'est essentiellement au niveau tibial déjà? Ah, c'est une excellente question. Hein. C'est principalement tibial, mais si on veut tout corriger, à mon avis, il faut envisager une double ostéotomie. Et c'est bien la question que tu évoquais juste avant, c'est est-ce qu'on va chercher à tout corriger sur le plan fonctionnel, chez ce patient qui a un gros varus, c'est vraiment quel est l'objectif? Moi, je partirais pas pour le corriger, en tout cas pas du tout pour l'hypercorriger, au final, et je viserais plutôt une toute petite hypocorrection. Donc potentiellement, je ferais que le tibia. Que le tibia en visant pas de le faire passer en valgus. Et en plus parce que dans ce cas-là, je ferais probablement le croisé antérieur dans le même temps, parce que sa plainte, c'est une instabilité aussi, qu'il est jeune, qu'il a une demande fonctionnelle forte, et que si je faisais une double ostéotomie, je le mettrais sans appui, alors que si je faisais que le tibia, je lui mettrais tout de suite l'appui. J'ai une question, je vais avoir une question pour Nicolas, une question pour Steven. Nicolas, question sur l'objectif de correction. Elliot nous a montré que quand on faisait une chirurgie combinée, on avait peut-être tendance à corriger moins que par le passé. Est-ce que toi aussi, chez ces patients jeunes et qui sont très demandeurs au niveau sportif, est-ce que tu vas avoir une cible, on va dire, plus raisonnable, ou est-ce qu'au contraire, tu vas penser au long terme et tu vas les corriger davantage? Ou est-ce que j'ai rien compris du tout à ce que tu nous as dit tout à l'heure et c'est complètement... Nous on a toujours visé la normocorrection, donc je pense que je changerai pas là-dessus. C'est sûr que lui, il faut pas un bon plan, faut pas se retrouver à 7 degrés de valgus, ça c'est certain, parce qu'il va pas apprécier, surtout dans la période transitoire. Donc non, la normocorrection, ça me paraît un bon objectif. Et tibia et fémur ou que tibia? Il faudrait que je puisse faire le plan tranquillement. J'ai tendance à dire que le tibia, mais peut-être que là, on a quand même une grosse correction à faire. Donc là, il y a la place à discuter ça quand même. Steven, une question pour la chirurgie combinée ici. Il a un problème cartilagineux, on va dire quand même assez marqué. Est-ce que tu vas considérer la correction axiale, gérer la stabilité, ou aussi combiner un geste intra-articulaire dans cette situation chez ce patient de 20 ans? I think I wouldn't treat cartilage because if it looks like a stable lesion to me, like a vascular necrosis or something, which is mainly caused by the virus. So if we can correct it to neutral, I think the lesion can be probably left alone. It's also too big, in my opinion, to go for a traditional kind of ice picking microfracture thing. So I would probably leave it like that. And you have some indications for combined procedure? In generally speaking, do you consider combining intra-articular cartilage treatment with deformity correction, or is it completely unusual? Not as a standard approach. I like to keep the extra-articular procedure as being extra-articular, so I don't want to bring the surgery in the joint if it's not necessary. But of course, when there is a focal, full thickness cartilage injury, acute, something like that, you really can treat. Of course, you have to do it, but I'm not going the extra mile to treat every minor cartilage injury in the knee. No.
Mathieu, je vois que tu veux absolument que je te demande cette question. Comment est-ce que tu vas considérer ce cas? Est-ce que c'est pour toi une bonne indication? On avait l'habitude de dire 90 degrés. Et finalement, au niveau du fémur, il n'y a pas de déformation. On sait maintenant que c'est pas du tout la cible et qu'il faut raisonner anatomique, mais ça reste quand même une déformation qui est modérée à ce niveau-là. Est-ce que ça fait partie des cas où tu vas dire, malgré tout, je vais faire une double ostéotomie parce que si je corrige tout au tibia, ça va entraîner trop de conséquences? C'est pas un dossier facile parce que effectivement on part sur une déformation fémorale neutre, on va dire varus. Alors là c'est l'AFM ou c'est MPTA qui est mesuré à 90? Il est mesuré où l'angle? En médial ou en latéral? Parce que 90 en latéral c'est la valeur normale, 90 en médial c'est la valeur normale, 90 en latéral c'est 3 degrés de varus. Oui, c'est 3 degrés de varus ici. Donc, moi, je crois que le problème, après, il y a aussi cette ouverture un peu que Mathieu a soulevée avec l'usure intra-articulaire qui crée une soft tissue laxity à laquelle je crois pas trop, mais disons que, en tout cas, il y a un pincement intra-articulaire qui fait que tu as 6-7 degrés de varus intra-articulaire aussi sur cette radio. Qu'on voit bien sur la télémétrie avec cette ouverture latérale. Donc tout ça, il faut le prendre en question parce que comme l'a dit Nico, si on fait juste une réflexion binaire, on va lui faire 16 degrés de correction pour arriver à 180. Il risque de finir à 187 en fait, parce qu'il va récupérer l'intégralité de sa déformation intra-articulaire qu'on a déjà intégrée dans la correction osseuse. Aller faire 17 degrés de correction dans ce tibia, ça va l'amener à un PTA qui va être complètement déraisonnable, comme a dit Mathieu, à 96, avec une obliquité d'interligne et un compartiment externe qui va disparaître en 5 ans. Donc au final, il n'y a pas beaucoup de réflexion. Il faut, je pense, normo-corriger, enlever un petit peu de correction du fait de ce risque de surcorrection intra-articulaire et faire une bifocale raisonnable, 5-6 degrés au fémur et le reste dans le tibia. Et Mathieu, qu'est-ce que tu penserais là de l'indication des PSI dans ce dossier précis? Moi, même si j'avais l'expérience avant de l'ostéotomie sans guide de coupe, maintenant que j'ai découvert ça, je me fais pas trop chier. J'ai utilisé à chaque fois. Je me pose pas trop de questions. Ça simplifie la chirurgie pendant, un côté didactique aussi parce que tu as plus le temps d'expliquer aux internes et tu fais une réflexion avant et cette réflexion tu peux l'amener et la discuter aussi. Donc moi je trouve que l'intérêt du guide de coupe c'est pas tant la chirurgie facilitée que la réflexion que tu fais avant et la discussion que tu peux avoir avant avec toi-même et avec les autres. Et finalement le geste lui-même il est simplifié. On parlait de la correction, s'il fallait qu'elle soit hyper ou pas. Tout dépend du geste qu'on fait en intra-articulaire. Si on fait un geste sur de réparation sur le problème cartilagineux, parce que là on voit quand même qu'il y a un peu plus qu'un pincement, il y a une lésion sur le condyle médial. Il a quand même été montré dans la littérature qu'il faut un peu hyper corriger pour protéger le geste intra-articulaire qu'on ferait. Donc si on fait pas de geste, on n'est pas obligé d'hyper corriger. Si on fait un geste, je pense qu'il faut un peu hyper corriger quand même. Est-ce que dans ce cas-là où on vous a montré aussi la pente qui est excessive, on est sur une correction dans les deux plans? Est-ce que ça fait partie des cas où, même si on l'utilise pas tout le temps, tu dis là, moi dans les deux plans sans aide, je sais pas faire? Ah, moi je la corrige automatiquement. Et en utilisant les guides de coupe, je me pose encore moins de questions quoi. C'est de l'automatique finalement quand il faut la corriger, je la corrige même de quelques degrés quoi. Le guide de coupe permet ça. Donc c'est une réflexion dans les deux plans qui est beaucoup plus simple à l'analyse pré-op et au geste chirurgical. Donc j'hésite pas trop quoi. On peut poser effectivement la question dans la salle. Qui est-ce qui a une expérience avec ces guides de coupe personnalisés? Il y a quand même un petit tiers. C'est bien. On voit que c'est une technologie qui commence à être connue et diffusée. Peut-être tu peux nous montrer ce qui a été fait. Donc on a déjà bien abordé ces stratégies. On n'a pas parlé du 2 temps. Chez ce patient, donc il a été réalisé une correction au tibia seulement, avec le geste intra-articulaire du croisé antérieur et la mosaïcplastie en même temps. Est-ce que là déjà ça appelle à question pour vous sans même parler de ce qu'on a obtenu derrière? On voit la correction de pente ici qui est conséquente. Avec la planification qui permet justement cette réflexion. Qu'est-ce que vous en pensez? Alban? Et donc là, vous avez cherché à corriger combien? Target, c'était d'arriver sur un angle tibial à 92.
Donc il y avait une petite hypercorrection et de réduire drastiquement cette pente. Et vous voyez entre le post-op et la target ce qu'on a obtenu. Donc, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'aurais fait toi, Alban? Ah, c'est une bonne stratégie. C'est certain que refaire le croisé antérieur dans le même temps, faut corriger la pente aussi. Donc là, clairement, je pense qu'il y a un intérêt pour les guides personnalisés, parce que de gérer les deux plans, ça devient compliqué. Comme disait Mathieu, s'il y a un geste cartilagineux en même temps, il faut essayer d'hypercorriger, et hypercorriger avec que dans le tibia, là, je suis un peu dubitatif. Et vous avez une gonio à 6 mois ou pas encore? Pas encore. Pas encore. Il faut on vous la montrera prochaine fois, promis. Non, j'allais te passer la question, Nicolas. Est-ce qu'on est déçu par cette précision de ces guides de coupe? Est-ce que ça vous paraît on visait 92, on est à 89, finalement on est un peu hypocorrigé. Est-ce qu'on s'est pas trompé dans le bon sens? Comme disait mon patron, si on se trompe, il faut mieux se tromper dans le bon sens. Bah en frontal, ouais, on est plutôt. Enfin, c'est très dur d'être bon au degré près, voilà. Moi, je serais un tout petit peu déçu sur la pente, mais je suis pas sûr que cette radio suffise. On fait une planification sur un scanner, peut-être que c'est pas inintéressant de contrôler ces gens-là sur un scanner aussi, parce que je suis pas sûr que la radio te donne tout là. Et sinon, tu nous donneras des nouvelles de son croisé s'il va bien. Dans cet environnement global, ça se passe bien pour lui? On est dans une situation qui est effectivement pas forcément la plus favorable, on va dire. Si je peux juste faire un commentaire, je dirais que entre mes mains et mon expérience sur le guide de coupe, ça marche jamais. De corriger la pente et le varus en même temps par une ouverture postéro-médiale, ça marche pas. Ça ne marche pas, on n'y arrive pas. Pour ça, il faudrait réussir à faire un artifice qui est une grosse biplanaire antérieure que tu comprimes avec une vis pour faire bouger le plateau. Moi, j'essaie de le faire, je mets une broche de 4 pour faire joystick, pour ouvrir derrière par l'avant. Je comprime avec une agrafe. Les radios sont toujours la pente ultra décevante. Donc j'ai arrêté de le faire et je suis passé à des fermetures antérieures asymétriques où il faut faire sauter la TTA. Chirurgie, c'est pas la même. Oui, c'est difficile d'ouvrir en arrière, hein, c'est clairement. Et puis surtout, d'autant plus que en fait, tu as une charnière anatomique qui s'appelle l'articulation tibiofibulaire qui t'empêche d'ouvrir sur le compartiment latéral. Donc tu vas réussir à créer un espèce d'effet sablier où tu vas ouvrir en médial, mais en latéral ça bougera pas. De toute façon, ton ouverture à cet endroit elle est trop petite, puisque tu ouvres beaucoup moins en latéral qu'en médial pour ton ouverture pour ta correction frontale. Donc oui, tu vas peut-être un peu jouer sur la pente médiale, mais peut-être que ça sert à rien. Peut-être que c'est la pente latérale qu'il faudrait corriger. On n'a pas la réponse, mais c'est un des éléments pour lesquels je pense cette chirurgie peut pas marcher. Il faut pas être trop. Non, mais c'est un message qui est important. Il faut, quand on essaye de tout corriger, il faut pas vouloir être trop ambitieux et pas être trop déçu si on n'arrive pas à corriger complètement la pente comme on voulait sur une chirurgie comme ça en un temps. Ouais, c'est un bon point. Effectivement, j'y ai cru beaucoup aussi. Et en fait, c'est très difficile de corriger cette pente par là. Alan fait beaucoup de fermetures latérales aussi, et avec peut-être plus de capacité de corriger la pente en même temps, parce que tu vas faire l'ostéotomie de la fibula. Donc ça peut être une autre option. J'ai grandi dans une école de fermeture à Marseille. Je suis passé à l'ouverture après, mais j'ai redécouvert la fermeture avec Alan pour justement ces corrections associées de pente. Et ça peut être une très bonne option, et ça marche bien aussi. Super, merci pour ce dossier. Donc le but c'est de débattre. On en a un autre. On a une patiente de 39 ans qui se plaint de douleur et d'instabilité de son genou gauche. Ses sports habituels, c'est le ski et la course à pied. Elle a déjà eu un antécédent de reconstruction du LCA par KJ-BTB il y a 12 ans. Elle a un varus asymétrique. Elle a des amplitudes articulaires qui sont bonnes. Elle a un testing de Lachman en arrêt mou. Elle n'a pas de ressort rotatoire. Et elle se plaint de douleurs fémorotibiales médiales. Donc 39 ans. Voici les radios de son premier KJ et ses axes. Donc elle est en varus au fémur et au tibia. Donc c'est un petit peu la même discussion que tout à l'heure. Là, la déformation est un petit peu plus conséquente. La patiente est un peu plus âgée. Steven, question for you. Do you have any limit regarding the age of the patient for combined surgery, like femur and tibia? Does it make sense, the age of the patient, or you just consider anatomical feature? I really don't care. The age of the patient is unimportant.
these are the most difficult cases because you feel that most of the deformity is in the tibia, but there's some slight deformity in the femur. And if the total correction you will do ends up with the MPTA at about 95 degrees, then you're always in doubt. Will I just accept MPTA of 95, 96 maybe, or do I add a little correction on the femur? It's a discussion with the patient and with yourself, but it's indication-wise, this is the most difficult case to decide whether to do single or double level to me. But probably with these numbers, I think it can just be enough to just do the tibia alone. Moi, j'ai une question pour Nicolas. Là, vu qu'on est qu'à 171 d'HKA, si jamais, quelle serait ta stratégie entre simple, double, et quel va être ton objectif de correction derrière? Est-ce que tu restes sur un objectif de pas hyper corriger chez cette patiente typiquement? Bah pareil, objectif de normocorrection sur l'âge et probablement quelqu'un qui a encore envie de bouger un peu. Ça va pas, voilà, la mettre en valgus, ça va pas forcément la rendre plus confortable. Et moi, je ferai le geste uniquement dans le tibia. Je suis désolé, Mathieu, c'est pas bien. Est-ce qu'elle est contente de l'autre côté? Parce que là, on change pas une équipe qui gagne. Hein. Si elle est contente de l'autre côté, on fait pareil. Hein. Et de l'autre côté, elle a eu qu'une ostéotomie tibiale. Est-ce que tu reconstruis le ligament croisé ou est-ce que dans ce cas-là, c'est une reprise? Alors, on peut considérer que la chirurgie initiale n'a pas été forcément optimale. Est-ce qu'on ferait pas, elle a 40 ans? Elle a une pratique sportive modérée, elle est instable et douloureuse. Est-ce que l'ostéotomie ici isolée, est-ce que ça serait quand même pas plus raisonnable que de repartir sur une chirurgie combinée? Je pense qu'elle s'entend bien avec les chirurgiens, elle sait ce que c'est l'aventure, donc moi je lui vendrai l'ostéotomie toute seule et puis je lui dis que si elle a un problème, je lui ferai un croisé plus tard, mais elle reviendra jamais. Ouais, souvent, donc là, elle a une greffe très verticale. En fait, ça contrôle pas bien la translation, mais souvent, quand ils reviennent, ils ont souvent une route du ménisque latéral aussi. Donc, traiter les lésions associées aide et éventuellement associer à l'ostéotomie une ténodèse latérale qui est pas très compliquée, permet de conserver la greffe qui est pas complètement compétente, mais qui est pas complètement partie non plus. Ça peut aider et c'est un geste qui va pas alourdir le post-opératoire en fait. Donc combiner un geste dans le plan frontal et un geste stabilisateur pour le stabiliser en rotation. Sans avoir à tout refaire le croisé. Souvent ces tendons rotuliens à 10 ans, la greffe est toujours là. Elle a jamais été au bon endroit, mais la greffe est toujours là. Donc associer une ténodèse latérale peut aider sans avoir à forcément refaire la totalité de la chirurgie combinée en intra-articulaire. Steven, you consider this option also? Sure. I think this is actually one of the ideal indications for doing an osteotomy. She will be very, very happy. And if you think that the laxity is a little bit of an issue, instead of revising the whole thing, you can easily add extra-articular ILR reconstruction to improve the stability. If she has a frank graft rupture or so, then I would probably just revise it at the same setting because of her young age. Donc il y a eu le choix de traiter au tibia seulement et le croisé associé. Avec une normocorrection. Et pas de geste extra-articulaire là. Et le croisé au bon endroit. Parce que en révision du croisé, on aime bien faire une plastie extra-articulaire. Mais ici, combiné avec une ostéotomie, ça n'a pas été le choix qui a été fait. Mais manifestement, c'est quelque chose qui peut être considéré aussi. Comme on est en chirurgie de reprise, est-ce que ça vous choque de faire ostéotomie, reprise de ligament, combinée avec une plastie extra-articulaire, quelle qu'elle soit? Moi, je fais pas une reprise de ligament sans faire une plastie extra-articulaire, en fait. Et presque, si des fois je faisais que la plastie extra-articulaire sans faire le ligament, je pense que ça serait presque la même chose des fois. Mathieu? Can I have just another question? Yeah, sure. Because she has a BMI of 20, and you can see that the plate is very bulky for this anatomy. Do the colleagues suggest the use of another technique or plate when the patients are very skinny? Some of you guys? I'm biased, I'm not going to answer this question. Non, mais c'est une très bonne question, le choix du matériel en fonction de la morphologie du patient. Et c'est vrai que ces plaques internes qui sont rigides, certes, mais qui sont encombrantes, sont pas forcément tolérées très bien chez les patients minces. Et avoir plusieurs options, en particulier dans ce cas-là, est important. Et si c'est vrai que on va pas citer
particulièrement de plaques, mais on imagine ici qu'elle peut la sentir un peu probablement, quoi. Pour revenir sur le côté reprise, ligamentoplastie, âge, moi j'aurais fait une chirurgie en 2 temps, mais les 2 temps en fonction de l'évolution. L'ostotomie, voir si elle évolue ou pas, enfin, bien ou pas. S'il persiste une laxité, étant strasbourgeois, j'aurais fait un FL qui correspond à un contrôle intra et extra-articulaire avec le retour externe associé, mais dans un second temps, parce qu'elle a quand même 40 ans, la demande n'est pas énormissime. On sait très bien, Noël l'a bien montré, que finalement l'ostotomie peut suffire. Donc on fait d'abord l'ostotomie, c'est moins lourd en geste, il nous faudra un petit peu de temps pour récupérer, on va voir ce que ça donne, si ça lui suffit, ok. Surtout qu'à 40 ans, moi dans mon expérience, c'est un peu un cut-off. Arrivé à 40 ans, ils en font un peu moins comme activité, vu les antécédents chirurgicaux qu'ils ont, et elle aussi, elle en a quand même 3, hein. Elle a un croisé d'un côté qui est moyen, de l'autre côté une ostotomie, on rajoute celle-ci. À un moment donné, à 40 ans, je pense que beaucoup se calment quand même automatiquement. Donc, si l'évolution est suffisante avec ça, ok. Si c'est pas suffisant, l'instabilité va persister. À ce moment-là, comme c'est une reprise, enfin, je considère ça comme une reprise de ligamentaux. Donc, retour externe, mais alors, école Liger, quoi. FL. Donc, chirurgie en 2 temps et en contrôlant en extra-articulaire. Alban? Je rejoins toutes les remarques précédentes et notamment le fait que là c'est un cas qui est vachement difficile, hein, parce que on va se retrouver avec une ostéotomie où il y a déjà un tunnel qui est ballonisé, il faut enlever une vis d'interférence métallique. On voit là que ça a quand même chauffé un peu sur la corticale interne. Comme dit Sébastien, j'ai généralement pas bien peur de faire des acrobaties, mais là c'est difficile, quoi. Donc je ferai probablement en 2 temps. Ostéotomie et potentiellement secondairement ligamentaux. Il y a aucune honte à faire de la chirurgie étagée et à faire en 2 temps si techniquement ça devient difficile. Et ce que Seb disait à propos de faire 2 acrobaties dans la même chirurgie, c'est pas forcément la meilleure solution. Non, c'est Monsieur Bagnac qui disait jamais 2 cascades dans la même chirurgie, hein, donc c'est important c'est toujours pareil dans ces chirurgies combinées, il faut bien maîtriser chaque geste, il faut savoir où on va, il faut être capable de s'adapter au cours de la chirurgie en fonction de ce qu'on voit. Il y a je pense que le diagnostic intra-articulaire est important. S'il y a des lésions méniscales associées, par exemple, on va avoir plus tendance à les protéger avec une ténodèse latérale. Donc je pense qu'il faut avoir le tout de près et un plan qui va s'adapter au fur et à mesure de ce qu'on peut observer. Donc en disant au patient, voilà, s'il y a une lésion méniscale, je vais la réparer. S'il y a une lésion méniscale, je vais associer une ténodèse pour protéger la réparation. Donc je pense qu'il faut informer le patient dans ce sens-là et être prêt le jour de la chirurgie. C'est un homme de 40 ans, bien en peu cher, qui se plaint de douleurs toujours internes, et il se plaint d'instabilité. Il travaille, il est fermier, il a des amplitudes correctes, il a toujours un Lachman en arrêt mou, il n'a pas de ressaut et des douleurs internes. Lui, il est normo-axé. Ça, c'est la situation qui est quand même... Clairement, il a un problème articulaire, il se plaint de douleurs. En parallèle à son instabilité, je crois que il est jeune. Non, il est pas très jeune, il a 41 ans. Et on est sur une situation où, Nicolas, tu as dit, est-ce qu'il faudrait pas juste faire le ligament croisé, mais il a quand même une plainte douloureuse. Comment est-ce qu'on peut considérer ce cas? Peut-être chercher pourquoi il a mal, t'as autre chose qu'une radio ou pas? Non. Oh, je suis déçu. Non, mais c'est quand même des situations, parce que c'est facile. S'ils ont un varus constitutionnel, faut corriger le varus constitutionnel. Après, comment on le corrige? D'accord. Mais c'est quand même des situations, et on en discutera tout à l'heure aussi, où quand l'axe est clairement pas au premier plan, ou s'il a 1 degré de varus, et là, tu commences à faire des ostéotomies qui sont quand même pas faciles à régler, et on va corriger. Combien on va corriger déjà? À quel niveau? Et est-ce que c'est, dans votre expérience, une correction de 3 ou 4 degrés? Est-ce que ça a vraiment un impact, ou est-ce que on est dans finalement là il faut aller sur autre chose? Je sais pas. Je pense que c'est important, c'est parce qu'on a vu ce matin, c'est que il y a eu une époque où on était d'accord d'aller vers des MPTA à 95, 96, d'hyper corriger les gens pour enlever la douleur sur le compartiment médial. Je pense qu'on est un peu revenu de ça et qu'on s'aperçoit qu'il faut rester pas trop loin de l'anatomie en fait, sinon ça marche pas bien.
de changer l'orientation de la joint line, ça marche pas bien non plus. Et moi, ça me gêne toujours d'aller créer une déformation quand il y en a pas à la base. Et donc c'est vrai que ce sont des situations difficiles parce que bon, il commence à pincer un peu, il a une petite translation qui est pas énorme. C'est vrai que c'est intéressant de voir l'IRM s'il a une lésion méniscale, mais c'est toujours délicat d'aller créer des déformations. Donc là, moi, je toucherais surtout pas l'os chez ce patient-là, en fait. C'est la différence entre l'ostéotomie corrective et l'ostéotomie palliative qu'on faisait finalement beaucoup avant, où on disait jusqu'à un certain âge, on fait pas de chirurgie prothétique, même partielle. Et du coup, on se retrouvait avec des anatomies des radios que Mathieu nommerait dégueulasses. Ah ouais, j'en ai beaucoup. En plus, on n'a pas de chance, il n'y a pas d'arthrose. Mais en général, ils ont de l'arthrose. Ils viennent avec un grade 3, un grade 4 de Halbach. Ils ont pas de déformation extra-articulaire. Ils ont 5 degrés de varus. Et là, on commence à se poser la mauvaise question. Parce qu'en fait, la bonne question, c'est quelle est l'indication idéale? Et l'indication idéale, c'est une PUC. Donc, pourquoi faire une ostéotomie qui, pour le coup, va enlever cette solution? Elle te l'enlève. On peut faire... Tu as publié des super papiers sur le sujet. On fait ça aussi, des décorrections, des choses comme ça. Mais c'est des chirurgies on rentre dans un délire. Alors que la seule raison pour pas faire la PUC, c'est son âge. Donc, ne pas se mettre en travers de la meilleure solution sous prétexte qu'il a 41 ans. Ouais, si le problème est intra-articulaire, le corriger en extra-articulaire, c'est des situations où on n'est pas bien à l'aise. Alors on peut, Seb. Ouais. Comme on veut pas corriger l'anatomie et toucher l'anatomie osseuse, on peut faire un geste, j'allais dire, extra-articulaire, mais franchement à distance. Moi, pour les cas comme ça, je propose des semaines de valgisation. Je laisse 2-3 mois pour voir ce que ça donne, et ça a tendance à améliorer quand même la situation clinique. Sachant que le geste chirurgical, il est limite, la semelle, bon, ben voilà, ça marche pas à tous les coups, mais de temps en temps, ça marche. Donc, comme une chirurgie, là, j'ai pas envie, je propose ça. Au pire, ça marche pas, au mieux, ça marche un peu, et en fait, le risque, il est proche de 0, quoi. Donc, je pense que c'est quelque chose que je garde, moi, à l'esprit, et que je sors de temps en temps pour des cas comme ça, en disant bien aux patients que, on sait jamais, dans un sens comme dans un autre, mais si ça marche, c'est tout bénéf pour tout le monde. Le patient se sent écouté, se sont considérés, on prend en considération sa douleur, on lui propose quelque chose. Et le côté psychologique est tout aussi important que le reste, à mon sens. C'est la situation où on utilise la phrase que c'est pas parce que vous avez un problème que j'ai une solution. Ouais. Seb. Non, mais après, il faut voir aussi ce qui se passe en intra-articulaire au niveau du croisé, au niveau des ménisques, parce que des fois, juste une stabilisation chez ces patients-là, ça les améliore énormément, hein. Donc, sans aller faire des corrections là où il n'y a pas de déformation, quoi. Donc, je pense qu'il faut pas oublier, comme disait Nico tout à l'heure, on m'a demandé de faire une com pour dire que l'ostéotomie marche bien toute seule, mais je pense que le croisé marche bien aussi pour ces patients-là qui n'ont pas d'arthrose et qui ont des douleurs médiales aussi. Dernier. Ouais, bon, elle a eu sa petite il a eu une petite ostéotomie de 3-4 degrés et il a été bien, mais oui. Petite ostéotomie trophique. Avec un croisé associé, quoi. T'as le dernier cas? Dernier cas. Donc une patiente de 50 ans qui est coach sportive avec une très grosse demande fonctionnelle. Elle a déjà une lourde histoire sur ce genou avec un croisé antérieur par BTB, une ménisectomie interne, puis reprise en 96 avec une nouvelle ménisectomie interne. Elle est donc affûtée. Elle a un petit flessum à l'examen clinique. Elle a de l'idarthrose et des douleurs internes. Elle se plaint franchement d'instabilité à l'effort. Elle est très instable au Lachman et elle n'a pas de pivot rotatoire. Elle a un varus qui est partiellement réductible, et elle estime son genou à 30% de performance et elle espère 150% de performance. Donc voici ces radios. On est passé à l'étape de dessus là. Olivier? Seb Loustic a le sourire encore. Ça y est là. Vous pouvez avancer le robot. Donc, ouais, Olivier, est-ce que c'est une situation qui est quand même où on arrive à un stade d'arthrose qui est avancé? Quel est pour toi le stade d'arthrose auquel la chirurgie conservatrice va être dépassée? Seb et Nico nous ont montré qu'il y a une gradation dans l'évolution de l'arthrose et que les meilleures indications sont clairement les stades précoces. Là, on est à un stade dépassé, on peut le dire.
Est-ce que on garde une place pour la chirurgie conservatrice sur le patient, sur sa demande fonctionnelle, versus une radio qui, si on la monte toute seule comme ça, il y a la moitié des gens qui font une prothèse totale et l'autre probablement quelque chose de moins complet, mais plutôt une prothèse. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je retomberai sur ce que disait Sébastien Parade tout à l'heure sur l'honnêteté envers le patient, surtout là, où j'essaierai, malgré toute sa demande, de remettre un petit peu les choses au clair, parce que je serais pas très ambitieux sur les résultats fonctionnels d'une ostéotomie vu l'importance de l'arthrose. Et est-ce qu'il y a un stade d'arthrose auquel vous considérez plus la chirurgie combinée avec une reconstruction du LCA? Est-ce que dans votre Steven, in your decision making process, is there a stage, osteoarthritic stages where you will like, okay, the combined surgery with an ACL graft is out of the game? Yeah, you see, this is the chronic anterior dislocated tibia. I won't be thinking on ACL surgery in this case anymore. Maybe for a correction of the varus. I don't remember the age, but if it's a young patient, I would certainly discuss the option for osteotomy only. But I think this is the traditional stiff kind of like medial arthritis. Don't do the cruciate surgery. Just discuss osteotomy and maybe arthroplasty. So, yeah, on va conclure. On va conclure. Donc, au timing. Donc cette patiente, elle voulait absolument pas entendre parler de prothèse. Donc on est parti sur un truc, plusieurs acrobaties sur la même chirurgie. Et donc ça, c'était notre planning. Chercher une petite hypercorrection quand même. Et lui faire son croisé. Voici à quoi ce qu'on a obtenu à la fin, 4 degrés d'hypercorrection. Et la patiente, globalement, pas de laxité en post-opératoire, elle était contente. Et en fait, à 2 ans de recul, cette patiente, elle est très heureuse. Elle a pas de douleur pendant ses activités physiques. Par contre, son croisé est tout pourri. Elle a retrouvé une instabilité majeure à l'examen clinique qu'elle ne ressent pas sur le plan clinique. Donc, voilà, peut-être que là, le stade était dépassé, que c'était trop gourmand de faire trop d'acrobaties. Heureusement, on n'a pas aggravé la patiente, mais c'était too much. C'est un bon exemple où la correction de l'anatomie, finalement, a réglé le problème. Et ce que disait Steven, faire une chirurgie du croisé combiné ici, le stade d'arthrose était trop évolué. Alors il se trouve qu'elle va bien et c'est tant mieux, mais clairement, t'aurais fait une ostéotomie combinée isolée, peut-être qu'elle irait probablement aussi bien.